Xavier Bertrand, nous avons été rejoints par Christophe Nodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. C'est à vous, Christophe. Xavier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous serez candidat aux primaires de l'UMP qui désigneront en 2016 le candidat à la présidentielle. Vous dites que vous êtes déterminé, que vous n'y pensez pas seulement en vous rasant, mais 10 fois par jour. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Certainement le parcours qui est le mien. C'est vrai que je ne suis pas issu du sérail. Je ne suis pas issu du sérail. Je n'ai pas le profil type de ceux qui soit sont devenus ministres, soit aussi des ambitions présidentielles. Pas Sciences Po, pas l'ENA, je ne suis pas parisien, jamais été dans un cabinet ministériel. Et en définitive... Vous êtes assureur, ça peut rassurer. Oui, la formule est bonne. Vous m'autoriserez éventuellement à la ressortir. J'ai pas de droit d'auteur là-dessus. D'accord. Non, très sérieusement, c'est que quand j'étais ministre, j'ai pu observer le fonctionnement de l'État. J'ai pu voir notamment la façon dont Nicolas Sarkozy, j'étais à ses côtés pendant tout le quinquennat, que ce soit en tant que ministre et secrétaire général de l'UMP, avait un véritable courage. Et pour moi, le courage en politique est la vertu cardinale. Et derrière lui, je me suis dit qu'à partir du moment où il décidait, lui, de tourner la page de la politique, j'avais envie de porter mes convictions. Et donc, comme je ne suis pas de ceux qui, dès l'âge de 8 ou 10 ans, se sont rêvés président de la République, j'ai une totale liberté. Et j'ai peut-être une approche très différente. Je suis élu d'une ville, Saint-Quentin, qui est l'une des villes qui connaît le plus de difficultés sociales, qui a des vrais projets, qui a un vrai potentiel, mais une ville populaire. Et je pense que, pour ma part, il faut porter les idées d'une droite qui soit synonyme de justice, plus jamais cataloguée comme l'ami des riches, comme nous avons été catalogués pendant 5 ans, et qui va au bout des réformes. Je vous demande ça, Xavier Bertrand, parce que dans Le Point, Charlotte Chaffanjon vous a consacré un bien joli portrait, mais on lisait aussi qu'à l'UMP, certains, c'était son expression, étouffent des rires quand on leur dit que vous voulez devenir président. Dans Le Monde, pareil. Bertrand, c'est qui, diraient des proches de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous chagrine qu'on ne vous prenne pas au sérieux dans votre propre camp? Ah, ça ne me surprend pas. Pas du tout. Parce que quand vous n'êtes pas du même monde ou du même moule, bien évidemment, on vous regarde. Non, c'est pas méprisé. Mais vous savez, j'ai connu ça quand je suis devenu député de province. Quand je suis devenu secrétaire d'État, je suis un peu habitué à ça. Mais c'est pas le regard à ces commentateurs anonymes en général. Toujours très courageux, oui, bien sûr, c'est mieux. Non, c'est plutôt le regard des Français qui savent que j'ai fait nombre de réformes, des réformes importantes. On a parlé des retraites, que ce soit aussi la réforme de la démocratie sociale. J'ai eu aussi à faire d'autres réformes plus sociétales, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'était pas si facile que ça, à l'époque, de bousculer les résistances politiques, et que j'ai affronté aussi nombre de crises. Le chikungunya, la grippe aviaire, l'affaire du Mediator. On a l'impression que dans la nouvelle génération, on parle plus de Bruno Le Maire. Il y a eu son livre, il y a eu des propos très forts, tenus ici d'ailleurs. Cette Europe-là me fait vomir, sur l'Europe qui préoccupe les Français. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, a fait le choix de la bataille parisienne, ce qui lui donne une grande tribune médiatique. Et vous, on a l'impression que vous la jouez plus profil bas. On vous entend moins. Je travaille. C'est pas risqué? Je travaille. Alors vous travaillez comment? Je me remets aussi beaucoup en question, beaucoup. Je parcours la France depuis des années, mais je le fais aujourd'hui en prenant davantage de temps. J'étais cette semaine en Savoie, dans l'Isère, la semaine d'avant dans les Bouches-du-Rhône, quelques semaines avant aussi en Haute-Garonne. Je pense que c'est très important, travaillent pas assez, eux, au-delà de mon ancrage chez moi à Saint-Quentin, dans ma Picardie, de pouvoir davantage écouter, de comprendre aussi pourquoi nous avons perdu, quand nous avons perdu, quels électeurs nous avons perdus. Cette remise en question, si je ne la fais pas maintenant, expliquez-moi quand et comment je peux la faire. Comment je peux porter le juste diagnostic sur ce qui ne va pas en France, sur ce qui cloche. Pourquoi on n'est pas allé au bout des réformes pendant ces 5 années. Ils sont trop bavards, trop présents. Ils travaillent. Vous avez dit je travaille, eux ils ne travaillent pas. Si beaucoup parlent de moi, je ne vais pas parler des autres. C'est le dialogue avec les Français qui m'intéresse avant tout. Ah bah Anne Hidalgo, elle en parle, elle dit les primaires à Paris avec Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la Starac. Mais je les laisse commenter entre eux. C'est ce qui intéresse aujourd'hui. Il y a un véritable aujourd'hui, on le voit bien, manque de confiance dans notre pays. Ce manque de confiance, il touche principalement le président de la République, mais aussi la classe politique. Sur le président de la République, parce qu'il a menti aux Français, qu'est-ce que l'on entend aujourd'hui? Les gens nous disent, mais il s'est foutu de nous. Il s'est foutu de nous pendant sa campagne. Et aujourd'hui, il ne sait pas où il va. François Hollande, aujourd'hui, a menti aux Français et il ne sait pas où il va. Voilà pourquoi il y a à la fois de l'inquiétude dans le pays, une très grande inquiétude, mais qu'il y a aussi chez ceux qui ont voté pour lui une très grande colère. Je dois le mesurer derrière, quel est le discours de vérité que l'on doit tenir. Vous donnez le portrait de vous d'une recherche, d'une certaine sagesse, de recul, de travailler, de labourer le terrain. Quand on regarde le camp à droite, il y a quelques jours,
une guerre de la droite à Paris a failli partir avec ces critiques lancées notamment par Rachida Dati contre l'opacité et l'iniquité du scrutin. Ça rappelait des choses tout à fait récentes. Est-ce que cela ne relance pas encore une fois le spectacle d'une droite divisée, quoi, qui n'arrive pas à faire la paix? Une sorte, oui, de Starac ou de Loft. Hein. Je crois qu'on avait parlé de Loft au moment de la guerre Fillon. J'ai parfois même utilisé cette expression. Oui, elle venait de vous. Grâce ou la faute à BFM ou aux chaînes d'infos au continu, qui braquaient tout le temps les projecteurs. Et certains, à ce moment-là, pas seulement les deux, même si... Enfin, il y avait quelque chose à voir. C'est pas les journalistes qui vont voir. Non, s'il n'y a rien à filmer, BFM n'y sera pas. Je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi un effet amplificateur sans précédent. Bon. Alto commentaire. Vous voulez une solution pour trancher les questions de leadership. Je crois profondément aux primaires ouvertes, à Paris et pas seulement à Paris, parce qu'il n'y a rien de plus fort et de plus simple comme idée que ce sont les électeurs de la droite et du centre qui doivent choisir le ou la candidate de la droite et du centre. Pour Paris des primaires, très bien. Je propose également, et je l'ai dit à nombreuses reprises à Jean-François Copé, à François Fillon, au bureau politique de ma formation politique, de ma famille politique, je souhaite, moi, qu'il y ait des primaires ouvertes dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants où nous n'avons pas de sortants. Elles sont 2 fois plus nombreuses que celles où nous avons des sortants. Voilà ce qu'il faut faire, de dire aux électeurs, choisissez vous-même. Ils ne sont pas tous d'accord, hein, les maires. Enfin, je connais en tout cas qui n'est pas... Oui, les sortants qui n'est pas d'accord. Là où il y a des sortants, pas de primaire. Mais là où il n'y a pas de sortants, et c'est bien souvent le cas, dans ces cas-là, que l'on fasse désigner par les électeurs. Ce qui sera aussi la meilleure façon de préparer ces primaires de 2016 pour la droite et le centre, pour désigner notre candidat à la présidentielle. Et celle de la présidence de l'UMP. C'est pas une primaire. Oui, on entend ici dire, et d'ailleurs ça viendrait de vous, l'idée qu'il pourrait ne pas y avoir de vote pour la présidence de l'UMP en septembre. Je propose quelque chose de très simple, c'est que l'on demande à l'occasion de la réforme des statuts, de la validation des statuts, que l'on demande clairement aux militants de l'UMP s'ils veulent voter en septembre, oui ou non. Parce que le véritable patron de l'UMP, c'est le militant. C'est ni Jean-François Copé, ni François Fillon, ni Xavier Bertrand, ni quelqu'un d'autre, c'est le militant. Donc il y a beaucoup de patrons, là. Parce que le militant, le militant, pas qu'un seul. Ça forme aussi une entité dans une famille politique. Et qu'on leur demande leur avis. Partout où je vais, je pose la question. Aujourd'hui, ils vous disent, vous n'avez pas mieux à faire que de préparer les élections internes? Vous n'avez pas mieux à faire de vous opposer entre vous? Opposez-vous aux socialistes. Représentez-nous, protégez-nous. Faites votre travail d'opposant. Et puis ils nous disent aussi, si c'est pour connaître la même chose que la fois dernière, non merci. L'UMP est passé à deux doigts de sa disparition, avec notamment la scission des groupes à l'Assemblée, scission à laquelle je n'ai pas voulu participer. Et maintenant, on le voit bien, l'UMP n'est toujours pas en état de marche, est toujours d'une certaine façon paralysée. Il y a une plus grande vitalité sur le terrain, de la part de nos adhérents, de nos électeurs, qu'au niveau national où on a le sentiment qu'on se regarde encore trop entre les copéistes et les fillonistes en chien de faïence. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. L'UMP a déposé une motion de censure qui sera contre la politique économique du gouvernement, qui sera examinée mercredi. Un quart des députés UMP n'en sont pas signataires. Est-ce que c'est un désaveu pour Jean-François Copé, qui était à l'origine de cette motion et qui sera d'ailleurs l'orateur? J'ai signé. J'ai modifié mon emploi du temps pour être présent, pour écouter Jean-François défendre cette motion de censure. Peut-être que si elle avait été plus concertée en amont, il y aurait eu plus de signataires. Mais je pense pour ma part que c'est le moment de dire stop à ce gouvernement. D'expliquer que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, hélas, sont dues à ces seuls choix. Voilà pourquoi je pense que j'ai signé sur cette motion de censure. Un quart des députés. Un an après la victoire de Nicolas Sarkozy en 2008, il y avait eu une motion contre Nicolas Sarkozy, déposé par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Tous les députés du groupe PS avaient signé. Je vous l'ai dit. Peut-être que si elle avait été davantage concertée, l'idée de cette motion de censure, il y aurait eu davantage de signataires. Je pense qu'il faut la signer, je pense qu'il faut être présent et je pense aussi qu'il faut dire stop à ce gouvernement et que nous devons montrer aussi, vous avez parlé de mes ambitions, j'ai toujours joué carte sur table. Je n'ai pas voulu prendre en otage les militants, je leur ai dit quelle était ma conception et ma volonté. Mais je joue le jeu de ma famille politique. Et j'aide notamment les candidats aux élections municipales à préparer les élections municipales. Comme je sais aussi qu'en 2014, on parle beaucoup des municipales. Il y a les élections européennes dont nous avons parlé abondamment tout à l'heure. Donc il faut bien savoir que personne ne pourra réussir s'il n'y a pas une réussite collective de l'UMP. Alors, justement, vous avez envoyé vos vœux à Nicolas Sarkozy par SMS. Non, et pas du tout. J'ai lu ça dans Le Point, très bon journal. Très bon journal. Et en blaguant, alors on va voir si je dis des bêtises ou non.
vous avez blagué en disant, j'aurais pu lui écrire, si tu reviens, j'annule tout. Sérieusement, s'il revient, est-ce que vous annulez tout? Non. C'est pour ça que vous l'avez dit vous-même. Non mais attendez, sur la question des vœux, j'envoie pas mes vœux par SMS à Nicolas Sarkozy. Je lui ai fait un mot, il m'a renvoyé une très gentille lettre. Point. Voilà. Et c'était pas du tout ça le texte, c'était une blague. Pas du tout, pas Dans du son tout. interview à Valeurs Actuelles, il affirme qu'il pourrait être contraint à revenir, donc non par envie, ça c'est sa phrase textuelle, mais par devoir pour la France. Visiblement, il montre qu'il est prêt à se sacrifier. Qu'allez-vous faire devant ce geste aussi magnanime? Écoutez, il a dit lui-même, le 6, à la Mutualité, dans ce discours, qu'il voulait, d'une certaine façon, tourner la page. Je m'en tiens à cela. Et je l'ai dit encore une fois, on va faire de la promotion publicité pour le Point en permanence. Ouais. Je l'avais dit dès cet été, nous ne pouvons pas tous les jours nous demander exactement est-ce qu'il va revenir ou pas. Comment voulez-vous construire l'opposition? Il a toujours dit également que la politique, c'est aussi une question d'envie. Il fallait avoir envie. Donc vous pensez qu'il ne reviendra pas? C'est pas à moi de dire ou de commenter. Je sais une chose, c'est que nous avons un énorme travail à faire. Je ne fais pas partie de ces politiques qui pensent que le balancier politique reviendra mécaniquement et gentiment vers nous. Si nous ne faisons pas ce travail de remise en cause, si nous ne voyons pas encore une fois ce qu'attendent nos électeurs, disons-le les choses clairement, il y a aussi eu des déçus de 2007 et nous ne gagnerons pas en 2017 ni avec les idées de 2012 ni avec les idées de 2007. Donc vous lui parce dites, que la France va profondément changer. Oui. Vous lui dites clairement, si tu reviens, il y aura des primaires et j'en serai. Mais de toute façon, il y aura des primaires, quels que soient les candidats. Même si c'est Nicolas Sarkozy. Attendez, comment voulez-vous, ancien président de la République, comment voulez-vous aujourd'hui dire aux électeurs de la droite et du centre, regardez ce qu'ils ont fait à gauche, mais c'est pas pour vous. Oui, mais un ancien président de la République aussi, vous allez lui infliger des primaires. Vous voulez que je vous le dise comment? Vous voulez que je vous donne ma conception? Comment autrement? Je vous l'ai dit très clairement, la question des primaires ne sont pas là pour me faire plaisir, pour gêner qui que ce soit. Il y a une logique, les électeurs de la droite et du centre veulent choisir leur candidat de la droite et du centre. En tout cas, il n'en a pas envie. Plus simple que cela. Vous nous avez dit ça, selon vous, il n'en a pas envie. Ah mais j'en sais rien, moi je sais pas ce qu'il a dit précisément aux journalistes de Valeurs Actuelles. J'étais son porte-parole en 2007, je ne le suis pas aujourd'hui. Voilà, moi je suis un homme libre qui a bien conscience qu'il nous faut un énorme travail de propositions. Il faudra des idées nouvelles et des idées très fortes. Et nous sommes tous au même niveau, a dit François Fillon. Après une défaite, nous sommes tous au même niveau. Est-ce que vous considérez que vous êtes au niveau de Nicolas Sarkozy? Personne n'est à son niveau. Personne n'est à son niveau, ni moi ni François Fillon, pour une simple et bonne raison, c'est que Nicolas Sarkozy a assumé pendant 5 ans la charge suprême de président de la République. Voilà, c'est aussi simple que cela. Dernière question. Oui, une question sur celle qui parle de Nicolas Sarkozy comme mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient la boutique. Je parle de Carla Bruni, qui parle beaucoup, qui fait l'actualité, exactement. Il a changé de prénom pour mieux revenir, peut-être. L'ex-première dame avait été interdite de chanter pendant 5 ans, dixit Nicolas Sarkozy. Elle a l'air de bien se rattraper. Quelques esprits et chagrins osent voir dans une chanson sur un pingouin qu'il s'agirait d'une attaque frontale contre François Hollande. Est-ce que c'est possible selon vous? En disant tiens, le pingouin, t'as l'air tout seul dans ton jardin, et le pingouin, si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai le pingouin à me faire le baise-main. On y verrait une référence à la passation de pouvoir où François Hollande n'avait pas raccompagné les époux à leur véhicule. Pingouin, vous avez dit? Tant qu'il ne s'agit pas d'un manchot. Bien dit, je propose qu'on arrête sur cette phrase. Très bien. Bon, merci Christophe. Merci Olivier. On vous retrouve dans un instant, Xavier Bertrand, avec des questions de français. On va parler du populisme, justement.